Si vous êtes un usager fidèle ou intermittent du voyage en train, vous n'avez pas manqué de remarquer qu'à la fin d'un trajet en TGV, la SNCF remercie les voyageurs d'avoir choisi le mode de transport le plus écologique. Mais le plus écologique par rapport à quoi? Carole Desnaux, vice-présidente technologie, innovation et projet groupe au sein de la SNCF, révèle tout à Clément Pétraud, directeur délégué de la rédaction du Point. Sous vos applaudissements nourris, mesdames, messieurs. Merci, bienvenue Carole Desnaux, merci beaucoup. On va parler de décarbonation, d'empreinte environnementale cachée, de technologie, de comparaison avec d'autres moyens de transport, mais peut-être on peut commencer par une note, on va dire, d'optimisme. Faites-nous un peu rêver et parlez-nous un petit peu on va dire, des innovations de rupture qui sont en ce moment imminentes pour vous. Merci Clément. Bonjour à tous. Donc effectivement, le secteur ferroviaire, avec tous ces industriels, les académiques, a récemment beaucoup innové sur la décarbonation des trains. Donc la décarbonation des trains, c'est quoi? En clair, ça veut dire transformer les trains qui ne sont pas des trains électriques aujourd'hui, puisque on a 70% de nos trains qui sont déjà électriques, et on a encore des trains thermiques, souvent les trains régionaux ou des trains de fret. Et on a développé des projets ces dernières années pour faire un train hybride, pour faire des trains batteries et puis demain des trains hydrogène. Donc le train hybride, il a déjà fait plus de 30 000 km, il tourne dans 4 régions. Alors c'est un train qui vient de l'Occitanie et c'est un partenariat avec plusieurs régions. Il a tourné en Nouvelle-Aquitaine et dans 2 autres régions et il a fait plus de 30 000 km. Et on était très fiers de ce train parce que c'était beaucoup d'anticipation, de modélisation. C'est quand même un train sur lequel on a enlevé la moitié des moteurs. Et, il y a quoi comme hybridation? Vous pouvez nous décrire très brièvement le l'hybridation, c'est-à-dire qu'on a remplacé des moteurs par des batteries. Et on l'a avec des moteurs électriques. Et l'enjeu, c'était qu'il soit en mode électrique pour les entrées en ville et aussi pour récupérer de l'énergie au freinage et limiter sa consommation. Et la crainte, c'était que ce train qui avait moins de moteur qu'habituellement soit un peu plus lent et manque de puissance. Et c'était ce qu'on a voulu vérifier et ça a très très bien marché. Très bien. Vous avez aussi le train à hydrogène, je crois, qui est dans les cartons. Alors le train à hydrogène, oui, il est déjà, alors il est plus que dans les cartons, puisqu'on a fait une rame. On a déjà une rame, c'est Alstom qui l'a construit en Alsace. Elle commence à rouler, donc elle est un peu plus loin dans le timing de développement que la rame hybride, mais on va bientôt commencer nos premiers trains avec ce train qui a une pile hydrogène, et donc là c'est vraiment un train neuf, alors que le train hybride était un train modifié pour accueillir des batteries. Et le train à hydrogène, sans forcément devancer les conclusions, parce que j'imagine que vous prenez un peu de temps pour expérimenter ça, mais ça vous semble être une piste intéressante, ça peut être généralisable, ça peut être au moins un peu extensible, c'est une solution qu'on peut massifier, ou pour l'instant ça reste un POC, comme on dirait dans le monde informatique? Alors, très bonne question. Je dirais qu'il y a plusieurs sujets sur le train hydrogène. Il y a évidemment un marché et un besoin de ce train parce que c'est une autonomie de 600, 700, voire 1000 km qu'on pourrait avoir avec de l'hydrogène, alors qu'avec un train hybride ou batterie, l'autonomie est beaucoup plus limitée. Donc, en termes d'exploitation, c'est beaucoup plus simple parce que si on a 1000 km d'autonomie, on ne peut avoir qu'une station de recharge, le train peut faire des allers-retours, donc ça limitera les coûts. Après, il y a des sujets de sécurité à traiter. Et puis, je dirais que l'hydrogène, le vrai problème, c'est avoir de l'hydrogène vert à coût supportable. Et donc, c'est vraiment ça le challenge, c'est d'arriver à pouvoir avoir l'hydrogène vert en quantité nécessaire à des coûts qui soient supportables. Oui, donc ce n'est pas la technologie, c'est plus l'énergie et la production de l'énergie. L'accès à l'énergie, il faut de l'énergie pour faire de l'hydrogène vert, donc il faut que l'énergie soit accessible aussi. On parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment. Tout à l'heure, on a entendu le président Farandou parler un petit peu d'IA et des trains. Mais est-ce que vous pouvez nous
nous dire quel avenir vous voyez à l'IA dans l'accompagnement, on va dire, environnemental des trains. Est-ce que l'IA peut vous aider à faire des trains un peu plus verts ? Alors, faire des trains plus verts avec l'IA ou réduire globalement le bilan carbone de la mobilité, oui, parce que en fait, il y a soit vue du client ou vue de l'exploitant. Donc, Oui. vue du client, si on met de l'IA pour améliorer l'information voyageur, si on met de l'IA pour améliorer la multimodalité et faire des parcours plus fluides de bout en bout, on a des gens qui vont, par report modal, renoncer à l'utilisation de leur voiture, parfois seuls d'ailleurs, pour prendre le train. Et là, on pourra se dire que parce que la billettique est plus simple, parce que le parcours client est simplifié et que aussi parce que en cas d'aléa, l'information est fiable, on a gagné des clients. Donc là, on aura un bilan carbone favorisé. Et puis sur l'exploitation, je dirais que nous, on a un axe prioritaire qui est faire du ferroviaire moins cher. Donc, à chaque fois qu'on peut mettre un peu d'intelligence, qu'elle soit humaine, artificielle ou et qui permet de réduire les coûts, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Donc, si l'IA nous permet de mieux anticiper les aléas du climat ou de mieux anticiper certains aléas qui peuvent conduire parfois à des arrêts de trafic, ça nous fera gagner des sous sur le ferroviaire. Parlons un peu du TGV question qui intéresse évidemment tout le monde. Est-ce qu'on peut encore améliorer, on va dire, les performances énergétiques des TGV, notamment en matière de design et d'aérodynamisme, par exemple ? Est-ce qu'il y a des pistes à exploiter là-dessus ? Parce qu'on voit que la vitesse continue quand même à intéresser tout le monde. Oui, alors on l'a déjà vu dans la presse, il a été dévoilé, mais on attend avec impatience le futur TGV qui s'appelle TGV M pour modularité. Il aura beaucoup de modularité intérieure, mais ça, c'est un autre sujet. C'est complexe l'aérodynamisme dans le ferroviaire parce que, comme vous l'avez vu, les rames, elles vont dans les deux sens. Elles sont symétriques. Dans l'automobile, c'est assez simple. On profile l'avant, on fait un arrière droit et les turbulences ne font pas de traînée comme ça le fait dans le train. Là, gérer de l'aérodynamisme avec un objet qui est symétrique, c'est plus compliqué. Mais on l'a travaillé sur TGVM avec Alstom et vous verrez, il n'a pas le nez quand même des trains japonais qui ont vraiment des profils très particuliers, mais TGVM a intégré un nouvel aérodynamisme pour réduire sa consommation. Et puis, réduire la consommation sur TGVM, c'est aussi le premier train en France qui aura un stockeur d'énergie, donc une batterie de traction. Et ces batteries de traction, elles permettront dans un premier temps de faire toutes les opérations secondaires, c'est-à-dire tout ce que nous on appelle opérations techniques, amener le train à la plateforme de départ sans passagers, amener le train au centre de maintenance, chauffer, mettre le chauffage, mettre la climatisation. Toutes ces opérations, aujourd'hui, elles sont faites avec le moteur central du TGV et au final, ça peut nous permettre de réduire la consommation. Allez, un dernier aspect sur la vitesse. Est-ce qu'on peut aller plus vite sans polluer plus ? Je disais en préparant cette conférence qu'il y avait des seuils critiques qu'on ne pouvait pas dépasser, notamment en raison de l'usure de certaines pièces. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va surmonter, qu'on peut surmonter, sur lequel vous travaillez ? Ou est-ce que vous dites, la vitesse, on a déjà atteint un niveau qui est commercialement déjà très satisfaisant, et on s'arrête là et on va travailler sur d'autres axes ? Non, mais vous avez dit la réponse. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est convaincu que 300-320 km/h sur une voie actuelle avec ballast, c'est l'optimum. Après, il y aura des usures plus importantes, il y aura peut-être des risques d'impact plus importants. Ce qu'il faut travailler plutôt, c'est éviter qu'il y ait trop d'arrêts. C'est de se dire, si on veut gagner... Ça, c'est plus des questions d'exploitation. Oui, c'est plus des questions d'exploitation. Mais si, par exemple, quand on va à Marseille en 3 heures, les gens ne disent pas on voudrait que ce soit plus rapide. Par contre, si on y va en 3h30 parce qu'on s'est arrêté à Lyon, c'est dommage. Donc, plutôt que d'augmenter encore la vitesse, il vaut mieux exploiter avec des trajets directs. On sait que le train est un des modes de transport le moins
polluants, et vous communiquez d'ailleurs beaucoup là-dessus, on a vu pas mal de pubs ces derniers temps. Est-ce qu'on a atteint néanmoins un seuil? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un seuil incompressible de gains énergétiques, notamment, sur le train? Alors non, parce qu'on progresse encore. On gagne encore, on a encore des économies d'énergie. C'est ce qu'on appelle la sobriété. Donc, c'est réduire la façon de décélérer, d'accélérer les parcours. Il peut y avoir jusqu'à 7-10% de variation de consommation d'énergie entre deux profils de conducteurs. Donc, on regarde comment fait le meilleur conducteur et on essaye d'aider les autres à prendre le même profil. Non, je pense qu'il y a encore une marge de progrès et il y a encore une marche à monter avec les futurs trains pour avoir plus d'allègement. Et alors, dès qu'on a plus d'allègement, on va mettre souvent plus de passagers aussi. Donc, mais en tous les cas, ça permettra d'améliorer le bilan carbone aux passagers transportés. On sait que la SNCF est un des plus gros consommateurs d'électricité en France. Le plus gros. Le plus gros consommateur. Est-ce que vous envisagez donc on sait que l'électricité est majoritairement nucléaire en France, mais est-ce que vous avez l'ambition de produire votre propre énergie? On a vu des projets de routes solaires, par exemple, qui n'ont pas été concluants pour plein de raisons dans le domaine automobile, mais est-ce que vous avez des projets de développement sur le solaire, sur l'éolien? Est-ce que vous comptez produire un peu votre énergie? Oui, tout à fait. On a lancé en 2023 la filiale SNCF Renouvelable. L'ambition, c'est en 2030 de produire entre 20 et 30% de notre énergie. Donc, ça veut dire produire de l'énergie avec des panneaux solaires qu'on va mettre d'abord sur des terrains industriels. Et puis, on travaille aussi sur ce qu'on appelle des photovoltaïques long linéaires, donc qui pourraient être un peu comme des barrières ou qui pourraient être déployés sur des voies ferroviaires qui ne sont plus commercialisées, utilisées aujourd'hui. Donc oui, il y a plein de projets et on travaille aussi pour le stockage parce que nous, on a des pics de consommation pour les horaires de travail, le matin et le soir. Et l'énergie solaire, on l'a surtout entre 10h et 15h. Donc il faut pouvoir stocker cette énergie et l'utiliser aux heures de pointe. On a vu que vous aviez mené une expérience sur le Paris-Granville qui roule au colza, ce qui fait que parfois ils sent un peu la frite quand ils passent à côté. Je peux témoigner de cette expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui est concluant? Est-ce qu'on va vers la fin du diesel et des locomotives diesel? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça fait 1 an maintenant que vous roulez au colza? Oui, plus même, oui, ça fait presque 3 ans. L'huile de colza qu'on appelle aussi le bessin et qu'on retrouve aussi dans le carburant quand on va dans une station essence, quand on voit du E10, c'est 10% d'huile de colza. Nous, on a mis 100% d'huile de colza pour remplacer le diesel. Très peu d'ajustements au niveau des moteurs. Bon, il faut quand même qu'on soit sur du matériel récent avec les derniers équipements de catalyseurs, etc. Peut-être que ça limite les odeurs. Mais non, c'est vraiment remarquable parce que ça permet de limiter globalement les gaz à effet de serre de l'ordre de 20% et tous les polluants de l'ordre de 70%. Et il n'y a pas de problème de stockage. Donc ça peut être mis avec des systèmes de distribution annexes par rapport aux pompes de diesel qui existent. Et puis, il y a juste un surcoût. Et il faut qu'on soit capable d'absorber le surcoût. Quand je dis on, c'est les régions dans lesquelles ces trains sont en exploitation. Non, mais le baissant, c'est très prometteur. Et tout à l'heure, je parlais du train hybride. Le train hybride, évidemment, fonctionne avec du baissant. Très bien. Et est-ce que vous avez des seuils d'exploitation, on va dire, incompressibles, en dessous desquels il n'est pas intéressant, par exemple, d'électrifier des lignes? Est-ce qu'il reste des lignes à électrifier en France où ça a un intérêt, on va dire, amortissable en tout cas? Bonne question. Donc, je vais répondre non, parce que si ça avait été le cas, on les aurait déjà électrifiés. Et nous, ce qu'on travaille, c'est de penser à un autre mode d'électrifier les lignes. C'est de se dire,
Et si on pensait à une électrification plus frugale, de ne pas mettre des caténaires de manière aussi régulière que celle qu'on met aujourd'hui, d'avoir des trains batteries qui peuvent être autonomes sur une partie de parcours, hein. Il faut savoir qu'on a des coûts quand on électrifie une ligne qui sont pas linéaires, hein. C'est-à-dire que électrifier en race campagne, globalement, c'est supportable. Électrifier un pont ou un tunnel, c'est 3 à 4 fois plus cher. Donc si le train peut être autonome en énergie sur une portion de parcours, ça permet de réduire les coûts d'électrification. Mais pour les lignes qui ne sont pas électrifiées, on va plutôt miser sur ce qu'on va appeler une électrification frugale avec des trains capables de rouler en autonomie énergétique. Très bien. Un des grands axes de décarbonation, ce sont les infrastructures, parce que on dit évidemment que le train est vert, et il l'est effectivement dans son exploitation, mais il y a quand même derrière des coûts absolument gigantesques, notamment énergétiques, sur les chantiers de LGV, c'est-à-dire qu'on va remuer des millions de mètres cubes de terre, tout ça avec des instruments qui se font au diesel, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait rentrer en compte dans le calcul de l'empreinte environnementale de vos trains, ou est-ce qu'il faut optimiser ça et considérer que ça n'est pas votre partie, finalement, ça n'est pas votre sujet, quoi. Si, il y a des calculs qui sont faits. Alors, il faut voir que les infrastructures sont construites pour des durées très longues. Ça va être 60 ans, 100 ans. Donc, la durée d'amortissement permet de limiter l'impact écologique de l'infrastructure. Et puis, là aussi, c'est un domaine où il y a des progrès qui se font. On a communiqué, hein, SNCF Réseau, il y a peu de temps sur le rail vert avec un acier qui demande beaucoup moins d'énergie. Et ce rail vert, d'ailleurs, il y a une commande de SNCF Réseau de plus d'1 milliard qui a été passée il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est une préoccupation, de toute façon, de réduire aussi sur tout le cycle de vie. On travaille aussi sur le recyclage des vieux trains. On augmente aussi la durée de vie des trains en toute sécurité. Mais donc, non, c'est la préoccupation sur tout le cycle de vie et tout l'impact que le ferroviaire a entre la construction de la voie jusqu'à la fin du matériel roulant, c'est pris en charge. On voit aussi qu'il y a de gros progrès qui sont réalisés, notamment côté automobile, c'est-à-dire que les voitures, notamment électriques, sont quand même assez peu émettrices de CO2. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, à un moment, de vous voir concurrencé par une automobile très verte et qui arriverait à proposer des trajets plus décarbonés que les trajets en train ? Alors, moi, je pense que chaque solution de mobilité a un secteur qui lui est bien défini. Aujourd'hui, on a des clients on a des gens qui ne prennent pas le train tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'offres. Ça va dans les régions peu denses, par exemple. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs à développer des petits trains pour remettre du train dans les zones où aujourd'hui il y avait du train il y a très longtemps et puis ça a disparu pour des raisons économiques. Donc, je dirais que la voiture écologique, déjà c'est une réponse qui est bien pour la planète et parfois il n'y a pas d'autre choix que la voiture. Donc que ça déplace le train dans les centres-villes ou pour les grands trajets, c'est pas une compétition. C'est-à-dire que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut que l'offre ait suffisamment de sens pour que le client décide de prendre cette offre. Par exemple, on doit aller à Lyon ou à Lille, le choix évident, c'est de se dire je prends le train parce que ça va être 2 heures ou 1 heure. Que la voiture soit électrique ou pas, c'est quand même, il y a d'autres avantages en termes de temps, en termes d'empreinte aussi, de congestion, de trafic, de coûts de parking, de coûts annexes. Voilà, donc je pense que chaque mode a son usage. Une dernière question avant de prendre des questions de la salle. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on n'arrive pas vraiment à faire décoller le fret ferroviaire ? On voit que ça fait partie des axes de développement, mais c'est un peu hésitant. Il y a probablement des marges de progression là-dessus. Est-ce que vous travaillez dessus ? Est-ce que vous en connaissez les raisons ? Oui, alors on a travaillé dessus. En fait, c'est très pratique le porte-à-porte aussi pour le fret. Et on a amélioré, nous,
l'information client, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, alors que le camion, on sait exactement où il est tout le temps, ce qu'il fait, la marchandise qui était confiée dans un train, ce n'était pas une marchandise connectée, maintenant ça l'est. On peut surveiller la température, on peut localiser le wagon où est la marchandise. Et donc, il y avait une sorte d'anxiété de se dire, mais que devient ma marchandise pourvu qu'elle arrive à bonne destination. Et puis, quand il n'y a pas de porte-à-porte, ben, c'est compliqué parce qu'il faut quand même un camion avant et après. Donc, on a travaillé sur des plateformes de chargement améliorées, des plateformes de déchargement. Ça reste quand même le mode le plus écologique, hein. On ne désespère pas sur le fret. C'est compliqué. Il y a des ambitions au niveau de la Commission de doubler la part modale du ferroviaire sur la partie fret, sur la partie voyageurs aussi. Nous, ça nous anime. Il faut faire du fret moins cher aussi. Donc, il y aura peut-être, on a travaillé sur des trains de fret autonomes. Parce que la nuit, il existe déjà des trains de fret autonomes en Australie, par exemple. C'est des trains qui vont faire 2 km de long et qui vont traverser des déserts australiens. Il n'y a que des kangourous. Voilà, donc s'il arrive un problème, c'est pas très grave. Mais ça fonctionne déjà. Donc, il y a encore des améliorations et il faut persévérer. Très bien, merci beaucoup. Merci Carole Desnaux, on vous applaudit avec chaleur. On va vous éclairer, cher public. On va prendre la première question. Oui, monsieur, on vous passe le micro. Et déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. De toutes celles que j'ai vues, c'était la plus intéressante. Et moi, j'avais une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le seul frein à l'électrification totale du rail en France, c'est le coût financier? Ou est-ce qu'il y a eu des études d'impact environnemental entre électrifier une portion versus faire rouler un train, par exemple, à l'hydrogène, quitte à ce que l'hydrogène soit peut-être pas forcément de l'hydrogène vert et un impact environnemental plus élevé? Merci de la question. Si on n'a pas électrifié plus de lignes, c'est vraiment une raison économique. Donc, en fait, l'électrification, il faut qu'il y ait beaucoup de trafic. Donc, s'il y a peu de trains qui passent, c'est pas utile d'électrifier. Et c'est le problème qu'on a sur les zones peu denses. La question de est-ce qu'on peut faire rouler des trains, c'est une très bonne question parce que moi, je me la suis posée aussi en se disant, quand on amène une nouvelle technologie, on compare cette nouvelle technologie par rapport à un mode qui est hyper optimisé. C'est-à-dire que nos trains électriques ou les trains diesel, ils sont à la 10e, 12e génération. Donc la techno, elle est vraiment optimisée. Et on se dit, de toute façon, il y aura beaucoup à apprendre aussi sur les trains hydrogènes, sur la sécurité, sur la façon de recharger le train, sur la vie de la pile à combustible. Et moi, je me suis dit, ce ne serait pas idiot de commencer avec le carburant qu'on a, et puis progressivement, on passera à de l'hydrogène vert. Mais côté environnemental, ça passe pas. Il faut faire le saut tout de suite dans l'hydrogène vert, sinon c'est pas recevable. On va prendre une autre question. N'hésitez pas, monsieur, on va vous passer le micro. Est-ce que vous avez la carte grand voyageur, monsieur? Vous avez le droit de parler quand même. Pas encore, mais je l'avais bien. Bravo pour votre présentation, Laurent Tabernier. J'ai une question, en fait, le rail représente 0,1% de souvenirs de greenhouse gas saving en Europe et 29% pour le routier. Donc voilà, il y a un peu de marge, mais ça ne représente pas grand-chose. Question, vous parliez d'utiliser de l'huile de colza comme carburant pour réduire l'empreinte carbone des trains diesel. Est-ce que vous allez être soumis aux mêmes régulations que l'aérien et le maritime, où il y a interdiction d'utiliser comment dirais-je, une ressource agricole pouvant être utilisée comme nourriture animale ou humaine? Non, on n'a pas ces restrictions déjà parce que l'huile de colza est en excédent en France. L'aérien y a renoncé parce que ça fige. À partir il ne faut pas que la température baisse trop. Mais en fait, même si on switchait, les chiffres que j'ai en tête, on aurait besoin de 5 à 7% peut-être si on prenait toute notre consommation de diesel et qu'on switchait en baissant.
Donc on n'a pas cette restriction parce que aujourd'hui c'est un produit qui est très très excédentaire. Oui, mais enfin juste pour compléter sur l'aérien, en fait, c'est pas que c'est pas utilisé parce que ça fiche, c'est que à partir de l'huile de colza, on peut faire des SAF, des Sustainable Aviation Fuel. Donc on n'utilise pas directement l'huile de colza, mais en fait la régulation en fait européenne interdit l'usage de nourriture voilà, animale ou humaine, et donc du coup ça doit être fait qu'à partir de déchets, donc de l'huile de friture par exemple, où ça marche. Enfin pas directement, mais traité. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Oui, on vous passe le micro. Mettez-vous dans la lumière. Oui, bonjour. Merci pour l'intervention. Sur la dernière question sur le fret ferroviaire, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de coût? Parce qu'il me semble que les coûts de la redevance ferroviaire, notamment pour pouvoir circuler sur le réseau, sont très élevés. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là qu'aujourd'hui, faire circuler des trains, et notamment du ferroviaire, coûte trop cher en fait? Est-ce que c'est pas aussi ça l'enjeu? Je sais que c'est une question qui se pose beaucoup à la SNCF. Voilà. Oui, c'est une bonne question. D'ailleurs, si vous regardez, le président Farandou a sorti une tribune la semaine dernière avec l'Institut Jean Jaurès qui s'appelle Faire dans les territoires, et il parle aussi du coût du fret ferroviaire où il compare les péages routiers par rapport au coût ferroviaire. Et ce qui est flagrant, c'est que le coût routier est très, très favorisé par rapport au fret ferroviaire qui paye tous ces coûts avec les inconvénients de non porte-à-porte tel que je l'indiquais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'un des problèmes pour le fret ferroviaire est avant tout économique. Merci encore, Carole Desnos. Merci. On vous applaudit. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour se poser la question, sommes-nous sous la coupe des algorithmes? Et on me dit dans mon oreillette que non, pas du tout, tout va bien. Donc bon.